Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Confinement, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans notre analyse du chapitre 979 de One Piece. Beaucoup de choses à raconter. Si vous pensez avoir loupé quelques informations importantes, des indices laissés par le mangaka, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous raconter. On a enfin un nom et même plus que ça. Un but, un défi, énormément de choses vis-à-vis du fils de Kaido. Son prénom Yamato nous est révélé et ça nous permet alors d'entrevoir son futur rôle dans le banquet et la bataille d'Onigashima. Nous allons ensuite parler du plan militaire de l'Alliance et des interactions entre les Mugiwara. Il y a beaucoup de choses à dire et ça fait vraiment plaisir. Enfin, plongeons dans la sueur et le sang pour confronter les Tobiropo aux Okamban, parce que dans le jeu de Kaido, les cartes peuvent s'entretuer. Nous avons un nom, Yamato. Eiichiro Oda, grand amoureux de l'histoire de son pays, continue l'éloge de son folklore dans l'arc narratif de Wano Kuni, en donnant au fils de Kaido le nom d'une des plus célèbres régions du Japon. Théâtre de grandes histoires autant folkloriques que réelles de l'archipel, la région de Yamato. C'est dans cette région que la légende du héros Yamato Takeru puise donc son origine, une histoire qui, vous allez le voir, se reflète totalement sur celle de Wano Kuni. Hosu no Mikoto, fils du légendaire empereur Keiko en l'an 200, est envoyé par son père dans cette région de non-droit pour soumettre les héros et bandits locaux, pourtant bien plus puissants que lui. C'est en réussissant cette dure tâche qu'il porta dorénavant le nom de la région et de ceux qu'il a vaincus, devenant Yamato Takeru, le héros légendaire. La région de Yamato aura alors aussi donné son nom à un peuple et à sa propre ère, où durant le 2e siècle, la vie politique et sociale était centralisée dans la dite région. Elle donna aussi son nom au cuirassé le plus lourd et le plus puissamment armé jamais construit par la marine japonaise en 1941. Nous pouvons donc observer que cette région, et plus particulièrement ce nom, est important dans la culture japonaise. Mais le plus intéressant reste l'histoire du héros Yamato Takeru, car je ne vous ai pas encore raconté comment il a réussi à vaincre plus fort que lui. Grâce à l'aide de sa tante, qui lui aura prêté des habits de femme, Yamato Takeru put se travestir et infiltrer un immense banquet ennemi. Ainsi, personne ne se doutait de rien. De plus, c'est cette même tante qui donna plus tard à Yamato la lame légendaire Murakumo Tsugiri, katana trouvé dans le ventre du Yamata no Orochi, dragon à 8 têtes. Que ce soit l'histoire d'Oden pacifiant la région de Kuri, l'infiltration du Kagura Dore à Onigashima ou Orochi le dragon à 8 têtes, l'auteur rend hommage dans Wano Kuni au folklore japonais et installe petit à petit la clé de la victoire, car ce fils serait alors l'atout ultime, le talon d'Achille de l'empereur. Yamato, comme la légende éponyme, pourrait s'infiltrer dans le banquet ennemi, se cachant durant la fête dans l'ombre. Il est donc possible que ce soit déjà lui observant Jinbei et Robin à la page 9. C'est pourquoi nous pensons aussi que Zoro sera celui qui tranchera Orochi, comme la légende de Susanoo et de sa lame Ameno Habakiri. Oui, exactement la même d'Oden qui a déjà terrassé un dragon, Kaido. Ayant lui aussi hérité d'une lame, Enma, il est fort probable que Roronoa Zoro aide Iori à venger son père en tuant Orochi, comme promis au chapitre 950. Iori maniant Ameno Habakiri à la place de Momonosuke, ce dernier étant encore trop jeune pour le moment. La pièce la plus connue oppose donc l'ancien dieu céleste Susanoo au dragon Yamata no Orochi qui sème la terreur le long de la rivière Ii. On pense que Yamata représente les inondations de la rivière. La légende de Susanoo étant souvent donc représentée durant le Kagura Dore, même fête se déroulant en ce moment même sur Onigashima, Zoro, représentant Susanoo, pourrait aller couper les 8 têtes d'Orochi, complétant ainsi le parallèle entre les légendes du Japon et celles de One Piece, faisant de Wano Kuni, que ce soit par sa mise en scène, son histoire ou ses acteurs,
une véritable pièce de théâtre. En 2016, Eiichiro Oda annonçait ne pas savoir comment Luffy allait faire tomber l'empereur. Là est peut-être la solution. Comme Otama se présentant comme un atout indispensable pour vaincre l'armée aux 100 bêtes, car capable de contrôler les smiles grâce à son fruit du démon, Yamato, dans la confidence de Kaido, pourrait donner à l'Alliance son point faible. Comme nous le disions dans notre précédente review, Yamato et Momonosuke seront sûrement liés, les fils des deux ennemis jurés qui pourraient s'entraider pour mettre un terme à des décennies de massacres et de désolation. Yamato n'étant pas coupable pour les crimes de son père et ne semblant pas lui ressembler en caractère, car voulant à tout prix s'éloigner de lui. Kaido, le recherchant et demandant l'aide des Tobilopo, dont Black Maria qui annonce que c'est une mission difficile, ne peut signifier que deux choses. Ou Yamato va être très difficile à vaincre, ou très difficile à trouver. Il serait alors très drôle que ce soit Zoro qui par hasard tombe sur lui, car il faut bien se perdre pour trouver l'introuvable. Enfin, c'est avec le personnage de Bao Hang que le mangaka offre à ses lecteurs le déroulement de la soirée, qui sera ponctué d'un discours important de Kaido en lien avec son fils. Bao Hang possède alors un chara-design très intéressant pour un membre d'équipage aux 100 bêtes, et son œil dessiné sur le visage est exactement le même que possède Wuzhu tatoué sur son torse. Wait and see. En tout cas, Kaido a un discours à faire. Il est donc fort probable que cela soit l'annonce des fiançailles de Yamato avec une fille de la famille Charlotte. Pourquoi pas Pudding pour rattraper le fiasco de la dernière fois? La réaction des Mugiwara et surtout Sanji en serait que plus intéressante. Ou bien le sien avec Big Mom expliquant pourquoi cela porterait à confusion tout simplement parce que son fils devrait maintenant le remplacer en tant que capitaine, scellant ainsi la plus terrible et puissante des alliances. Un chapitre qui s'ouvre sur plusieurs pages d'explications de la part du narrateur qui remet en place toutes les intrigues et enjeux de la bataille d'Onigashima. Et alors, toute l'armée s'est déjà avancée vers le combat et il ne reste plus que derrière les Mugiwara. Quel plaisir que de voir des interactions entre eux, c'est quelque chose qui manquait énormément au Nouveau Monde. Et voir là Sanji se prendre plein de vent de tout le monde, Franky sortir l'artillerie lourde, Chopper super fier dans son robot, Brook... Tout simplement Brook, putain, il me bute. Brook, c'était formidable. C'est vraiment une cohésion formidable en fait qui nous manquait et qui, grâce à un travail sur le long terme de la part du mangaka, permet d'être super naturel. Tous ces Nakama, on les voit, ils font les mêmes blagues depuis si longtemps et pourtant c'est vraiment super chouette. La blague de Brook, la blague de Sanji, la blague de Usopp. Et au-delà de tout ça, vient se rajouter un nouvel élément qui, comme on l'avait dit dans une précédente review, permet d'apporter un nouveau pilier de maturité qui va épauler Robin. Ça va être celui de Jinbei. Jinbei a énormément d'expérience et connaît mieux le monde que tous les autres Mugiwara. Timonier, pas seulement, il est avec Nico Robin la nouvelle figure de maturité, l'expérience et la sagesse sur qui on peut compter. Et donc Jinbei, qui ne connaît pas encore toutes les mécaniques de l'équipage des Mugiwara, apprend sur le tas et crée par la même occasion des comiques de répétition dans une immense ironie avec carrément Luffy et Zoro qui reprochent en fait leurs propres défauts aux autres. Ce qui est formidable, c'est que du coup il a réussi à faire une blague avec chaque Mugiwara tandis que Luffy et Zoro sont pas là. Et du coup, ça fait que les Mugiwara, chacun en tant qu'élément indépendant, arrive à être drôle en fait. C'est vraiment formidable. Les Mugiwara sont totalement sereins. On sait qu'ils vont avoir du boulot sur Onigashima, mais pour le moment, ils sont pépères, ils sont tranquilles. Contrairement à Kinemon et Denjiro, qui se sont séparés en 2 bataillons pour contourner l'île et arriver au château de Kaido. Les autres fourreaux rouges, eux, sont toujours dans le sous-marin de l'eau. Eux vont carrément contourner l'île par l'eau pour aussi se rejoindre au château et couper la tête de l'empereur. Ce qui fait qu'avec ces différents niveaux de progression, on a différents niveaux de feinte. C'est vraiment trop terrible, ce qui fait que vraiment on voit mal comment le banquet peut vraiment piger ce qui est en train de se passer dans un tel chaos. Et alors forcément, eh bien les plus proches de la bataille, ça va être un Kid dans un premier temps, un Luffy qui est juste derrière et un Zoro juste après. Alors Zoro, vous avez vu, on a un petit peu parlé dans une première partie, mais ce qui va nous intéresser, ça va être eh bien Luffy qui permet de désamorcer très rapidement tout le travail du mangaka. Je pense que c'est le pire ennemi d'Eiichiro Oda, ce Luffy, quand eh bien on crée tant de cohésion et une sorte de stratégie militaire si poussée en nous disant qu'il y a un bataillon est, un bataillon ceci, un bataillon cela et tout ça, pour au final eh bien accélérer de manière dantesque les choses grâce à un Luffy qui vraiment n'en a que nenni à faire et qui est là au milieu de l'intrigue, au milieu de la bataille et qui sincèrement il suffit d'un coup de poing et c'est fini. Comment le chapitre se termine, on le connaît tous, ce regard, c'est ça qui est hyper intéressant, se rappelant de Otama au chapitre 911 affamé et au 914 où elle peut enfin manger. Tout ça, et ben Luffy il s'en souvient, et à côté d'elle il y avait aussi Zoro, donc on se demande si les deux qui faisaient un peu figure de grand frère protecteur, est-ce qu'ils vont pas
aller un peu venger le village d'Okibore. Si on voit juste Zoro et Luffy au milieu de la bataille faire du grabuge, moi je vous le dis. En tout cas, quand on y pense, énorme culot. On n'a jamais vu un culot pareil de Luffy qui ose dire que Kid va foirer le plan et Zoro qui dit que Luffy va pas être discret. Il me bute, mais c'est le culot par excellent. Avant d'entamer la dernière partie de cette review, on va quand même faire une petite parenthèse sur la mini-aventure parce que, honnêtement, on n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est la fois de trop. C'est Shiroda, il y a des nécessités comme par exemple faire 3 pages pour expliquer le début d'un chapitre sur des choses qu'on connaît déjà depuis 3 mois. Il y a aussi ces pages de couverture qui des fois viennent désamorcer des choses assez graves quand même dans One Piece, c'est-à-dire les morts des personnages. Et là c'est un peu la fois de trop déjà dans une intrigue quand même, qui est vraiment pas très intéressante. C'est la pire mini-aventure un petit peu de One Piece dans la mesure où de tous les personnages que t'as choisi, Shiroda t'as pris chiffon putain. Et elle est tellement longue, il se passe tellement rien. Ouais, le Monconvo, ça ne critique pas assez l'œuvre et tout, bah critiquons. C'est vraiment dommage parce que ici, la poésie de Pound qui se sacrifie pour sauver ses filles et surtout la lame ensanglantée de Oven sur Totland, la mort au chapitre 887 qui était totalement annoncée. Pourquoi Pound n'est pas mort? Ça enlève absolument toute crédibilité et surtout toute peur pour les personnages. Voilà. On va ne plus craindre Si vous voulez, pour ça eux, en devient presque ridicule parce que en 2 points. Dans un premier temps, ça décrédibilise le personnage et son action en fait, même si ça en enlève rien au fait que ça se trouve il imaginait mourir, donc bon voilà, c'est pas sa faute il meurt pas. Oui, ça reste un héros, mais Voilà, mais du coup, le fait qu'il meurt pas, et ben le personnage ça va le rendre 1000 fois moins intéressant. Et de 2, et ben du coup, désolé, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un clamser comme ça, et ben je veux dire, n'ayez pas peur, hein, Pedro il va se pointer le chapitre suivant, on va voir flou. Bien que nous avons beaucoup d'informations dans ce chapitre, la chose qui m'a le plus intéressé est de comprendre qu'en fait, on ne connaît pas le véritable Kaido. On ne connaît pas en fait le vénérable Kaido, le respectable et calme Kaido. Parce que ici, on le voit devant ses subordonnés qui lui manquent de respect, qui sont agressifs, qui sont eux ultra sereins devant lui, et ben lui garde son calme et chill, il est posé, il discute avec eux. Ça s'explique aussi par le fait quand même, accessoire, qu'il craint des gains. Exactement. Ça nous rappelle sa relation avec Oden, devant sa mort, devant la marmite géante, calme, posé, chill, respectable, qui parlait à son ennemi et qui disait « Je vais t'achever, t'es quelqu'un de grand » et Oden qui le comprend et qui dit « Ciao ciao la famille ». C'était vraiment intéressant parce que en fait, le Kaido vénère, qui annonce la guerre, qui est triste et tout, et ben c'est le Kaido alcoolique. C'est après la boisson, après l'alcool, ça le fait hurler, ça le fait pleurer, ça le rend terrible. Alors qu'en fait, en réalité, sobre, il est réfléchi, il est calme et surtout, il est beau gosse quoi. Ça c'est une petite leçon d'écriture pour ceux qui aimeraient faire de la bande dessinée par exemple quand même, de montrer le caractère qui est censé être ambigu du personnage, c'est-à-dire quand il est alcoolisé, dans un premier temps pour permettre déjà de désamorcer le fait que c'est un monstre et du coup on se dit oh putain la première fois qu'on le voit parler il est comme ça et tout ça, du coup c'est drôle, pour ensuite montrer son caractère qui est censé être normal quand il est sobre, en second temps pour nous faire croire que ça du coup c'est le Kaido un peu plus vénérable. Bah non en fait c'est juste que c'est comment ça a été présenté et ça c'est formidable. Il est donc super calme devant tout de même des gens qui ont une force pas croyable tels des Shishibukai parce que oui, ici on apprend que c'est bien des anciens capitaines d'équipage pirates qui ont rejoint l'équipage de Kaido, cette meute, pour tout simplement monter en grade et essayer de devenir Okamban. Et donc c'est ça le rôle des Tobiropo, c'est de devenir des Okamban, à ne pas confondre avec les calamités. Les Okamban c'est bien leur rang Jack, King et Queen. Les calamités, en fait, sont leurs titres, qui sont parce que c'est ce qu'ils représentent, c'est ce qu'ils ont fait, c'est leur action à eux propres. Et donc, si un Tobiropo prend la place d'Okamban, ce ne sera pas une calamité, ce sera un Okamban. Nous avons donc un système hiérarchique qui encourage le meurtre, à affronter son supérieur pour prendre sa place. Nous sommes chez les Sith, clairement. Et ici, Eiichiro Oda va renforcer la dichotomie entre l'équipage de Barbe Blanche et celui de Kaido. Où chez Edward Newgate, la seule règle d'or était ne pas tuer sur le pont. Et ce qui est très beau, c'est que chez Kaido, ça va être tout l'inverse. Ça va être, tu veux progresser, tu veux devenir quelqu'un de respectable, tu vas tuer ton supérieur pour prendre sa place. Vas-y, affronte-le, foutez-vous sur la gueule et on verra bien qui va gagner. Ça vous dérange? Ah bah non, pas du tout, au contraire, on attend que ça. Et donc ce qui est très beau, c'est que vraiment, ça divise totalement les deux visions de celui des Barbe Blanche et de Kaido, des deux empereurs, la créature la plus forte du monde, l'homme le plus fort du monde. Nous avons donc d'un côté une famille et de l'autre une meute. Meute, famille, père et créature. Ah putain de feu! Meute et famille, chef et père,
on a vraiment un parallèle formidable qui est créé entre les deux, entre l'animal et l'homme. On a peut-être une première ouverture sur le système hiérarchique de Kaido qui voudrait alors que chaque carte peut remplacer une autre. Et ainsi on peut monter en échelle en fait en butant son supérieur. Et peut-être du coup en le faisant rétrograder. Et de ce fait on imagine alors que c'était comme ça que Kaido a créé son équipage. Peut-être qu'il a rencontré par exemple un Jack au tout début, il a vu sa harne, il s'est dit vas-y essaie de me battre. Il a rencontré un King qui a pété Jack, s'est dit ah bah toi du coup tu seras le roi. Et alors de ce fait on peut imaginer peut-être, on vous rappelle, un X-Drake qui tient donc est un Tobiropo, qui tient donc est le numéro 10, qui tient donc pourrait peut-être, une fois qu'il a fini sa mission de retrouver Yamato, essayer de combattre Jack. Et c'est ça qui serait ouf, ça serait une écriture sur le long terme absolument mais malade pour ce moment précis, intime, où on aurait un combat super sexy entre Diaz Drake et Jack la sécheresse. Putain, ça serait ouf. Le 10 étant juste en dessous du valet, qui se dit Jack en anglais, et ben c'est vraiment la succession parfaite, c'est la carte juste plus puissante, juste au-dessus. Et vous savez quoi ça? Et ben on a déjà eu un exemple comme ça dans le manga, parce que la première alliance de Kaido, c'est avec la carte du Joker, avec deux flamingos et ses as. Et ben oui, celui du cœur, Corazon, avait déjà été remplacé. Le premier était Rocinante, le deuxième était Trafalgar Law. Cela prouve que les cartes dans le jeu, comme les animaux dans la meute, contrairement aux membres d'une famille, eux, ils sont remplaçables. Et alors au-dessus du paquet, une fois que c'est bien mélangé, on a quand même le roi King, qui semble ici bien familier avec la carte maîtresse Kaido. Et alors moi ça me fait penser à un Perospéros, un aîné de Big Mom, qui du haut de ses 50 ans environ, parlait de manière très familière avec sa mère, empereur. Et ici, moi j'imagine, parce que Oda, je crois que ça va être le premier à nous dire que King, il va avoir environ la cinquantaine pareil, que ça va être un morceau de daron. Ça explique beaucoup de choses et on a envie de savoir un peu leur passé. Le mec, il a un petit peu, on va dire, trahi son capitaine en faisant un faux ordre pour convoquer les Tobiropo. Et lui, Kaido, il dit, bon, c'est plutôt bien, ouais, j'ai félicitations. Kaido n'est pas du tout énervé de l'insubordination de King, et ça montre que les deux se connaissent très bien. On dit pas du tout que c'est son fils ou quoi que ce soit et tout, mais qu'au contraire on dirait limite deux vieux amis qui se comprennent très bien et font preuve d'une grande maturité et surtout d'un professionnalisme de ouf. En fait ils sont tous les deux ultra calmes. Comme il avait réagi pour aller tout de suite faire jarter Big Mom, là il lui dit t'as un problème, t'inquiète pas je vais les résoudre, je les ai convoqués. Kaido qui dit ok t'as raison et tout. Il y a quand même un système de confiance là-dedans. Il fait pas rire. Et on peut finir sur quelque chose qui est quand même assez émouvant, c'est la relation entre Momonosuke et Kanjuro. Ces derniers qui sont enfin sur Onigashima et le petit enfant qui voit la lame par terre et qui prend enfin son courage à deux mains. Comme son père, l'honneur du samouraï, il se dit peut-être je vais le faire, ça y est je grandis. Et Chiroda qui construit petit à petit sa maturité pour nous montrer qu'il est prêt à se battre, qu'il est prêt à agir et que donc nous avons plus du tout le même personnage. Nous avons un shogun.